dire quelques mots d'abord d'introduction, puisqu'il n'est pas coutume de rencontrer, à la différence d'Hervé, je n'ai pas fréquenté de près les poètes eux-mêmes en chair et en os, comme ceux que l'on voit aujourd'hui. J'ai assisté à des lectures, j'ai lu beaucoup de poèmes, oui c'est vrai, surtout dans mon adolescence, mais même à la fin, même maintenant, je continue à lire des poètes. Mais je dirais que dans ma pratique analytique, je suis plus que jamais comment dirais-je, contraint d'une certaine façon de la mettre en perspective avec la poésie. La mettre en perspective avec la poésie, c'est une contrainte de ma pratique analytique. Si curieux que ça paraisse. Apparemment, c'est vrai que nous avons tous les poètes et les analystes, poètes et analystes, en apparence, on perd sur la même matière, c'est-à-dire sur la parole, sur le langage, fonction, le champ de la parole et du langage. Je suppose que même les poètes le lisent, c'est un très beau texte poétique de Lacan, etc. Mais la question que je me suis posée, c'est de savoir qu'est-ce qui les... Ça va être l'occasion sans doute de la discussion, et qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les éloigne. Souvent, les poètes ont je dirais les médecins plutôt, n'ont pas toujours... on a coutume de parler des gens qui sont un petit peu en dehors de la réalité, comme on dit, des poètes, c'est-à-dire des gens qui font des ahuris. Les analystes aussi partagent ce discrédit. À quoi bon les poètes et les analystes? Souvent, c'est ce que pensent les médecins, alors qu'il y a des médicaments, etc., etc. Et là, je pense que, ça c'est pour introduire le débat, parce que je pense qu'on va pouvoir, au fil de la discussion, trouver ce qu'il peut y avoir de ce que chacun peut apporter à l'autre, le poète et l'analyste. Alors moi j'ai écouté, je vais dire un petit mot là sur... J'étais très touché par votre livre, sur Thierry Messe. Le hasard a voulu que j'en entende déjà parler depuis pas mal d'années. En l'occurrence, c'était Sophie Avon qui m'en avait parlé, qui a écrit un beau texte d'ailleurs et un interview. Et j'avais acheté d'ailleurs le bouquin de... Je peux vous le lire. Dommage. Là, où est-ce qu'il est passé? Ah oui, voilà. L'édition Chopal. Voilà, l'édition Chopal. Voilà, c'est un petit bouquin qui m'avait beaucoup touché. Et cet homme qui penche, là, la façon dont on s'en avait parlé, les lettres à la bien-aimée, je ne les connaissais pas, je viens juste de les acheter chez moi là, je viens de les écouter. Mais c'est... Bon. Je veux parler donc de ce qu'a écrit Cédric Le Penven, de ce qu'il a écrit. Au départ, je ne sais pas si ça a été la même impression, mais on avait l'impression que les eaux étaient mêlées, que vous parliez et qu'en même temps il vous parle, et qu'il nous parlait. Il y avait une espèce de mélange des deux. Je me demandais, mais c'est de Thierry Messe, c'est de Cédric Penven, etc. Tellement il y avait dans votre voix, il y avait quand même quelque chose d'une énonciation qui faisait écho à la voix de Thierry Messe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il me semble que vous avez là il y a quelque chose qui vous fait vibrer d'une certaine façon. Et là, ça c'est la première question. Il y a une sorte de... Mais d'ailleurs, quand on lit Thierry Messe, je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez eue, mais on a l'impression, on se sent en fraternité. Si ce mot a eu de la valeur, qui est souvent galvaudé, eh bien là, on le ressent, on l'entend, ça s'entend. Ça. Là, je peux vous répondre, j'allais dire, cette énonciation dont vous parlez, cette vibration, pour moi, elle est physique. Oui. Voilà, physique. Ça s'entend. Et c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir rencontré, et j'ai l'impression que les grands écrivains ont des bouches qui nous disent mieux que notre propre bouche.
Et je sais que je me découvre encore, je me redécouvre, je découvre des parcelles entières de moi-même en lisant des textes que j'ai lu parfois 150, 200 fois. Et je crois que, effectivement, Thierry Metz me lit. Voilà. Me lit. Et me lit, I-T-I-E. Parce qu'il se trouve que je partage certaines choses avec lui, en plus d'un point de vue même social, des choses dont j'ai pris conscience très tardivement. Parce que moi, il se trouve que je viens d'un milieu agricole. Mes grands-parents étaient agriculteurs à Moissac, ils faisaient des vergers. Et je me suis rendu compte petit à petit que finalement, il y avait peu de gens qui venaient de ce milieu-là et qui avaient la chance d'accéder à la parole, qu'elle soit universitaire ou poétique. Et Thierry Metz, justement, il fait voler en éclats toutes les barrières sociales qu'on peut imaginer entre un langage qui viendrait des arts de l'université et le langage poétique. Et ça, moi, j'avoue que c'est une... Je me rends compte qu'il y a presque un enjeu politique à, je veux dire, grappiller peu à peu ce continent qu'est le langage et qui a été, sur le plan de l'histoire, finalement réservé pendant très longtemps à une élite. Ça fait que depuis, finalement, la Troisième République, que les gens issus, on va dire, des classes populaires ont véritablement accès au langage. Ça, c'est pour la première... Puis l'énonciation, peut-être l'accent du sud-ouest, mais bon, ça c'est... J'allais dire c'est anecdotique, oui et non. C'est pas anecdotique parce que, justement, il s'est trouvé que quand je suis allé passer l'agrégation, que j'ai discuté avec d'autres personnes, tout de suite on m'a dit « Ah, mais t'es Marseillais !» Et j'étais dans mon beau petit lycée parisien, la première personne à qui j'ai parlé, elle m'a renvoyé à mon accent en me disant « Oula, ça sent la cigale, là !» Bon. Et là, quelque part, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le poids de l'histoire qui remontait. Et j'ai essayé de ne pas trop parler de cigale, et j'ai essayé de prouver qu'on pouvait avoir la musique d'une langue d'oc, qui persiste, et en même temps avoir un discours intelligent, intéressant, scientifique, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a deux manières de voir l'accent. Soit c'est la terre qui colle au basque, soit c'est la musique de la langue d'oc qui persiste et qui résiste dans la langue d'oïl. Et moi, je préfère cette seconde voie-là. Tout à fait. Et alors, ce qui m'a frappé dans ces textes, c'est le peu de métaphores qui existent. Une parole, vous le soulignez, qui est une parole extrêmement sobre. Enfin, je dis une parole, c'est vrai, c'est marrant. Parce que c'est une parole, ça nous parle. Ça nous... alors là, je ne vais pas vous refiler du Lacan, mais enfin, pourquoi pas, on est là aussi pour ça, pour discuter, hein, pour l'analyse. Lacan dit à un moment donné, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas en fait. C'est qu'on dise, c'est par hasard, c'est contingent qu'on dise. Subjonctif, là vous êtes grammairien. Qu'on dise, bon, on dit, et puis c'est pas toujours qu'on dit quand on est en analyse. Hein. C'est-à-dire, il y a un dire comme ça qui existe. Lacan insistait beaucoup là-dessus, qui existe au dit. Et c'est ça la voix quand même aussi. C'est quand même quelque chose qui accompagne l'énonciation. Il y a une espèce de haute invisible comme ça. Il me semble qu'il y a une espèce de fantôme, enfin comme ça, de la voix qui est spécifique quand même à cet homme et qui apparaît et qui malheureusement, effectivement, va s'écraser. Je l'entends dans deux sens vraiment dans son écriture. Il y a cette idée-là, une sorte de trauma central. Voilà. Et la parole poétique, en fait, finalement, elle n'est jamais dans la franchise totale. Comme une sorte de parole concentrique et qui maintient à la fois l'allusif et une grande nudité. Il y a un reste. C'est ça qui est très très fort chez Thierry Metz. C'est à la fois réussir à rendre sensible l'absence d'une manière métaphorique, allusive, et pourtant avec une économie de moyens. Voilà. Avec des mots esselés sur la page, des phrases très courtes. Et c'est vrai qu'il y a du coup une sorte de tension, d'autant plus qu'il a en permanence ce que j'appelle la voix conscience, qu'il est en train de commenter de loin ce qu'il est en train d'écrire. La petite voix. La petite voix, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui. Non, je trouve que ça a déjà bien commencé la discussion, puisqu'au fond, le risque, c'est qu'on mette du côté des analystes nos gros doigts graisseux sur la poésie et les poètes. Pas de psychanalyse appliquée. Ça, c'est vraiment le risque. Quand on nous sort de nos cabinets, le risque, c'est vraiment qu'on soit les bons docteurs, etc. Vous voyez, donc la caricature dont on est d'abord obligé nous-mêmes de se déprendre. Ouais, c'est très difficile. Sûrement les poètes eux aussi à se déprendre d'une certaine position, peut-être dans certains lieux. Et donc là, je trouvais très juste, alors que vous ne vous connaissiez pas, au bout de quelques instants, il y a quand même quelque chose via cet auteur qui peut être dit. Et en plus, il se trouve que dans ma bibliothèque, j'ai un livre de Thierry Metz que tu m'avais offert. Ah oui. Il y a des années, et que donc en quelque sorte, ce livre par votre voix reprend une nouvelle présence. La parole dit, le texte lu, une voix qui porte, un corps, et au fond, même aussi dans la façon que vous avez d'en parler, c'est presque une dimension d'injonction, mais au sens fort du terme, entendez ce qu'il nous dit. D'autant plus que c'est une voix qui, socialement, politiquement, et même normativement par rapport, entre guillemets, à la santé mentale, devrait ne pas être entendue. Et là, la salée, moi je suis je trouve très précieux que vous puissiez dire ces textes-là. Parce que le fait même de les dire, je reprendrai le mot que vous avez utilisé, ça a une dimension politique. On ne va pas mettre à toutes les sauces, mais quand même, ce qui est politique, c'est faire entendre une voix qui ne devrait pas forcément être reprise et entendue de cette façon-là. Ou alors la façon dont ça peut être entendu, par exemple, à l'intérieur de l'hôpital, quels que soient les mérites cliniques, thérapeutiques, ce n'est pas une contestation de l'hôpital, mais où la parole, justement, n'est pas rapportée à la littérature, elle est rapportée seulement, en quelque sorte, à la pathologie. Comme on dit, un fou qui écrit, un fou qui parle. Vous voyez ce que je veux dire là, et où donc nous avons y compris nous-mêmes à nous déplacer, sans expliquer l'un par l'autre. Ça me paraît, une pente commune par rapport à notre champ, c'est d'utiliser au fond l'étiquette nosographique pour rendre compte d'eux. Un système explicatif. C'est le Lagarde et Michard revu par la psychiatrie. Alors les deux accumulés, ça vraiment ça réduit toute parole. Oui. Donc je crois que ça c'est très important parce que quand vous faites surgir l'hôpital de Cadillac, en plus comme on disait à une certaine époque, un hôpital de force. Bon, même si lui c'est un internement volontaire, c'était aussi connu parce que on pouvait fermer. Isolé. Bon. Et donc dès que ces signifiants-là sont amenés, c'est savoir pour certains d'entre nous comment ça ne va pas contaminer ce que vous êtes en train de dire de la poésie et de la parole de ce poète. Pour prolonger ce que vous dites, ce qui est frappant dans ce texte, c'est effectivement il est réfractaire à toutes les étiquettes. Il n'est pas réductible à un intérêt psychiatrique ou médical, ni réductible, je vais dire, à un simple intérêt littéraire dans le mauvais sens du terme qu'aurait employé Verlaine dans tout le reste des littératures. Il y a vraiment cette idée que ce texte-là, il nous interroge parce qu'il est d'une telle densité, une telle richesse qu'il échappe à toute définition trop restrictive en fait. Et finalement, cette grande complexité, moi il me semble que finalement c'est tout simplement l'humanité qui éclate dans toute sa splendeur, quoi. Ce qui fait que c'est un être humain dont la parole est porteuse de toute notre complexité.
et notamment la complexité que nous avons à nous comprendre nous-mêmes. Et ce qui est frappant dans ces écrits, c'est que souvent un écrit, on va dire, qui accompagne un travail introspectif, est par définition tourné vers soi. Et pratiquement, j'allais dire, 70% des textes de L'Homme qui penche sont des portraits. Il décrit les visages des autres. Et qui prouve que déjà, il échappe à nos a priori. Tiens, c'est un petit écrit de quelqu'un qui veut régler des problèmes intérieurs. C'est comme s'il y avait une forme de reconquête, de recollection de traits de visage qu'il aurait aimé porter. Qui lui ressemble plus que le visage qu'il porte. Parce que finalement, les visages biologiques nous ont été imposés, alors que les visages des autres, on peut les choisir. Et on a l'impression qu'il se reconstruit un visage avec les traits de visage qu'il aime. Je repense à ces oreilles là, dont il parle de Mickey avec ses grosses oreilles de rugbyman. Manifestement, Thierry Metz se reconnaît plus dans ce visage-là, et on sent en plus cette volonté justement de tuer quelqu'un en lui. Voilà. Voilà ce que je sais. D'où le titre L'homme. L'homme. L'homme qui penche, c'est L'homme lui, qui c'est penche. nous. C'est nous.